Alors, je vous mets à l'écran la couverture pour que vous l'ayez sous les yeux un petit peu de l'essai de Tom Wolfe dont je vais parler. Voilà. C'est cet essai-là, Le règne du langage, dont je parle depuis tout à l'heure, enfin que j'ai évoqué tout à l'heure, sur lequel je vais revenir un peu plus en détail, en le citant un peu plus en détail. C'est en 2016, et l'anecdote que je vais dire maintenant, avant d'en venir au Piraas d'Amazonie, elle est citée, et je la dois à Tom Wolfe. C'est pour ça que je le cite et que je montre son essai. En 2016, donc, est paru cet essai de Tom Wolfe, consacré à Chomsky et récursivement à Darwin. C'est un pamphlet, un petit pamphlet hilarant, qui détaille à foison les raisons du pitoyable crash de toutes les thèses chomskiennes contre le mur de l'impondérable diversité humaine. Et Chomsky l'admettra piteusement en 2014, c'est comme ça que Thomas Wolfe commence son essai, c'est que Chomsky en 2014 va co-signer avec quelques confrères robotisés un demi-mea culpa intitulé Les mystères de l'évolution du langage, dans lequel il reconnaîtra que finalement il y a un reste, il y a une part du langage qui est inaccessible à la science linguistique. 2014, il aura fallu attendre quelques temps. Et vous allez voir comment il l'admet, c'est toujours sur un mode, un demi, ce que j'appelle un demi-mea culpa. Ça aussi, ça a été publié, c'est paru, c'est en ligne en anglais. Je vous montre le début de ce texte que tout le monde peut lire en ligne. Je dis que c'est un demi-mea culpa, on va voir, parce que ces robots, ces gens robotisés, ne lâchent jamais complètement prise. Et donc ce gang d'experts en biologie intégrative, vous voyez leur texte, leur déclaration de 2014 s'appelle Le mystère de l'évolution du langage. The Mystery of Language Evolution. C'est un gang d'experts en biologie intégrative, sciences de l'information, linguistique théorique et appliquée, et en anthropologie, sont forcés d'admettre, je les cite en français, que, au cours des 4 dernières décennies, nous avons connu un développement spectaculaire de la recherche sur ce sujet, et nous avons le sentiment que des progrès considérables avaient été accomplis, mais, au contraire, nous avançons ici que cette abondance d'idées s'est accompagnée d'une grande pauvreté en preuves démontrées, c'est eux-mêmes qui l'admettent, aboutissant à une absence d'explication plausible quant au pourquoi et au comment de l'évolution des évaluations et représentations linguistiques. Donc c'est comme ça que commence leur manifeste. Vous voyez, on voit le nom de Noam Chomsky parmi les signataires du manifeste. Et ils finissent par avouer que, je les cite à nouveau, les questions les plus fondamentales relatives à l'apparition du langage et à son évolution demeurent plus énigmatiques que jamais. Donc Wolfe cite ce manifeste et explique que, d'une certaine manière, ils ont reconnu leur défaite. Les modernes ont fini par reconnaître leur défaite face au mystère du langage. Mais Tom Wolfe omet néanmoins de citer la conclusion du mea culpa chomskien et consorts qui fait reposer l'échec des robots sur le manque de moyens robotisés et non sur l'impondérabilité inhérente à la parole. Parce qu'ils finissent leur texte en disant que l'énigme du langage demeure, et l'énigme de l'évolution du langage demeure, et donc ils sont obligés de reconnaître leur échec, mais c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens d'investigation cybernétique. Voilà ce qu'ils disent, je vous le cite. Ça, il n'en parle pas, Tom Wolfe. C'est dommage parce que ça montre comment ces gens-là ne lâchent jamais prise. Voilà ce qu'ils disent. En ce qui concerne notre propre espèce, l'espèce humaine, nous ne savons rien de la neurobiologie de nos procédures récursives, et même concernant des systèmes apparemment plus simples, tels que la phonologie, notre compréhension est très pauvre.
Inutile de dire que cela rend le travail comparatif pratiquement impossible, car les circuits cibles pour les humains modernes ne sont pas clairs. Au fur et à mesure, déjà vous notez le vocabulaire de ces androïdes, au fur et à mesure que les progrès de la neuroimagerie et d'autres techniques cellulaires s'amélioreront, il en ira peut-être de même pour la compréhension. Oui, il lâche pas prise. Sur le plan archéologique, on peut certainement imaginer la découverte d'artefacts symboliques plus riches, peut-être même des chaînes de symboles non iconiques, datant d'avant l'émergence de l'Homo sapiens. De telles découvertes repousseraient les origines des capacités symboliques et fourniraient une plus grande avancée dans les questions d'origine et d'évolution ultérieures. Si de telles découvertes à partir de comparaisons entre le comportement animal, la paléontologie, la neurobiologie et l'archéologie étaient faites, parallèlement avec une meilleure compréhension de la cartographie des phénotypes génétiques, cela ouvrirait la voie à une génomique et à une modélisation plus pertinente. Ce sont là autant de grands « si » entre guillemets, si, concernant la nature et la possibilité de preuves futures. Tant que de telles preuves ne seront pas apportées, la compréhension de l'évolution du langage restera l'un des grands mystères de notre espèce. Vous voyez pourquoi je parle de demi-mea culpa. Il y a quelque chose chez ces idéologues de l'information, de la science, qui ne peut pas désarmer, qui ne veut pas désarmer. Et c'est là, d'une certaine manière, que se niche l'animosité. L'animosité à l'égard des anciens. L'animosité d'un Spinoza à l'égard de l'hébreu biblique. L'animosité, par exemple, ce sont des exemples entre mille, d'un Chomsky à l'égard de l'État d'Israël. On peut être contre la politique de l'État d'Israël, on peut même être pro-palestinien. Lui, c'est un délirant, un grand délirant. C'est-à-dire, c'est un de ceux qui, les premiers, ont comparé l'État d'Israël aux nazis, mais sur un mode vraiment pseudo-argumenté. Pseudo-argumenté. Et de manière très ferme. Alain Badiou est un petit joueur en comparaison de Chomsky, du temps depuis lequel Chomsky vomit des énormités et des conneries sur toute la planète. Voilà, il y a un lien entre tout ça, il y a une cohérence entre tout ça que je suis en train d'essayer de montrer aujourd'hui. J'avais cité les passages des voyages de Gulliver, de Swift, je crois que c'était à propos des séances sur Badiou, où il évoquait le fanatisme politique des mathématiciens et des scientifiques. Et il démontrait aussi qu'il y a une forme de profonde bêtise scientifique qui est proportionnelle au respect que la science impose à ses ouailles extasiées. Swift avait déjà tout à fait vu ça au XVIIIe siècle, et au fond, la science, et c'est une des raisons de son triomphe, on peut dire qu'elle n'est qu'une religion qui est fondée sur la croyance au progrès. Le progrès, cette idée grotesque, diagnostiquait déjà Baudelaire, qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne. Ce sont les mots de Baudelaire à propos du progrès. Et il y a très certainement aussi une relation causale entre la froideur, l'apparente objectivité de la science et le déchaînement des ravages politiques ou idéologiques, y compris dans la virulence des polémiques qui ont cours et qui ont eu cours au XXe siècle et qui continuent d'avoir cours aujourd'hui. Il y a quelque chose qui